Je vais me présenter. Donc, du coup, je suis Émilie. J'ai 28 ans. Je suis maman d'un petit garçon de 2 ans et demi. Et je suis enceinte de mon deuxième petit garçon. Et lors de l'échographie, la dernière échographie, ils m'ont diagnostiqué une grossesse à risque. Mon bébé va être pas mal pris à la naissance pour beaucoup d'examens. Des examens, des échographies pour surveiller sa santé, et il va sûrement devoir être hospitalisé et opéré les jours qui suivent sa naissance. Du coup, Medela est là aussi pour me conseiller au mieux dans ce projet qui me tient à cœur, qui n'a pas fonctionné malheureusement pour mon premier. Du coup, j'aimerais vraiment y arriver, mais c'est vrai qu'avec les grossesses à risque, on est souvent amené à être loin de son bébé, etc. Donc vous êtes là aussi pour m'aider à répondre à toutes mes questions. J'en ai plein. Du coup, je vous laisse vous présenter aussi. Donc moi, je suis Nathalie Endelman, consultante en lactation à Paris, et j'accompagne donc les familles dans leur projet d'allaitement. Donc je vois les parents soit avant la naissance pour les préparer à l'allaitement, soit à l'hôpital une fois que leur bébé est né, soit à domicile, ou alors dans mon cabinet dans le 20e arrondissement. Donc je vois diverses thématiques, notamment le sujet des grossesses à risque est un sujet qui revient assez souvent. Donc voilà, donc je suis ravie d'être là. Et puis moi aussi. discuter avec vous, Émilie. Du coup, moi, pour aller un petit peu plus dans le contexte de mon cas, je pense qu'il peut aussi concerner pas mal de mamans. Donc voilà, grossesse à risque, mon bébé va être pas mal pris. Je l'aurai pas 24 heures sur 24 avec moi, et je sais que les premières heures, les premiers jours sont cruciaux pour démarrer l'allaitement. Et du coup, j'en ai parlé aux professionnels de santé pour savoir si je pouvais quand même l'allaiter malgré le fait que mon bébé soit pris régulièrement pour des examens ou pour d'autres choses, ou plus ou moins des durées plus ou moins courtes. Et du coup, ils m'ont dit effectivement l'allaitement est préconisé dans ce genre de cas, donc que ce soit grossesse à risque, les bébés nés prématurément. Et du coup, je voulais savoir pourquoi en fait l'allaitement est préconisé plus dans ce genre de cas, dans les situations de prématurité, grossesse à risque. Pourquoi on préconise vraiment l'allaitement maternel, pourquoi on pousse les mamans à aller jusqu'au bout dans ce genre de situation. Oui, c'est une super question. Donc les bébés nés prématurés, ou les bébés qui vont devoir être opérés ou des choses comme ça, ont besoin qu'on leur facilite un peu la tâche le plus possible pour qu'ils se remettent bien, qu'ils grandissent bien. Et notamment, par exemple, on peut parler déjà dans le cas de la prématurité, que les bébés, donc quand ils sont nés prématurés, ils ne sont pas juste nés plus petits, mais ils ont aussi des organes un peu plus immatures. Et du coup, par exemple, leur intestin est un peu plus immature, et qui dit immature dit justement donc qui a besoin d'être un peu reposé le plus possible, parce que il était censé fonctionner plusieurs semaines plus tard. Et donc plus on leur donne un lait facilement digérable, et plus moins leur intestin a besoin de travailler trop fort pour digérer, et du coup l'enfant peut se focaliser sur grandir tout son corps comme il faut. Et donc effectivement, dans le cas de la prématurité, c'est très digeste pour les bébés et ils le tolèrent très très bien. Et dans les grossesses à risque, notamment, il y a plein de facteurs immunitaires dans le lait qui du coup aident le bébé à guérir plus vite et à se remettre de son opération. Et puis aussi, ça lui donne aussi, c'est antidouleur, ça a des propriétés antidouleurs. Le fait d'avoir son bébé aussi sur soi, ou même proche de soi, ça permet aussi énormément de réguler la température du bébé, de réguler son rythme cardiaque, donc de réduire ses facteurs de stress. Et donc ça aussi, ça a parce que c'est vrai valeur. Que s'ils sont pris, ils sont hors de leur maman, ils risquent peut-être d'être plus stressés. On sait que quand ils sont proches de leur maman, ça les stresse peut-être un peu moins. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de services de néonat aussi maintenant qui encouragent de plus en plus le pot à pot, même si c'est un enfant, donc en fonction de ce qu'a l'enfant. Mais s'il y a la possibilité de sortir l'enfant par exemple de sa couveuse pour qu'il soit posé sur la maman,
et ben on sait que ça aussi ça les aide beaucoup à grandir parce que la nourriture de l'enfant c'est pas juste le lait qu'on lui donne, mais c'est aussi le contact. Oui. Ouais. Que ce soit même la voix, la main, même la présence juste à côté si c'est pas possible d'avoir le bébé sur soi. D'accord. Ok. Et du coup, j'ai une autre question. Si je dois subir une intervention après l'accouchement, aussi, du coup, pour le coup, mon bébé doit subir une intervention chirurgicale après, même que ce soit après une césarienne, je ne suis pas. Pour mon premier, j'ai accouché naturellement, mais là, du coup, je ne suis pas à l'abri d'accoucher par césarienne. Oui. Du coup, est-ce que je peux quand même allaiter? Est-ce que ça risque de limiter ma montée de lait? Oui. Le fait que du coup tout se passe pas naturellement, qu'on soit séparés, est-ce que ça risque de bloquer en fait la montée de lait et mettre en péril du coup l'allaitement? Ouais. Donc en général, en théorie, pas du tout. Donc dans un contexte d'une césarienne par exemple, ça n'empêche pas l'allaitement, mais par contre ce que ça peut faire parfois, c'est effectivement la montée de lait, parfois ça peut se faire un petit peu plus tard, parce que le corps a besoin d'enregistrer un peu plus qu'un accouchement vient de se passer, mais ce qui déclenche quand même surtout une montée de lait, c'est l'expulsion du placenta. Et le placenta sort du corps, qu'on accouche par voie basse ou par césarienne. Mais par contre, effectivement, au niveau hormonal, il y a eu moins d'ocytocine générée lors d'une césarienne que lors d'un accouchement par voie basse. L'ocytocine, c'est ce qui contracte l'utérus. Donc effectivement, et c'est l'ocytocine après qui relâche le lait. Donc c'est une hormone qui quand même se retrouve et dans un accouchement et lors de l'allaitement. Donc ce qui est important dans ces cas-là, avec une césarienne par exemple, c'est de bien mettre un bébé au sein souvent, ou si le bébé ne peut pas être s'il n'est pas là. Exactement. Pour en revenir du coup aux allaitements et les grossesses à risque, c'est de stimuler soit manuellement les seins, parce que, ou d'utiliser un tire-lait. Parce que moi, je me suis fait, du coup, par rapport à ma première grossesse, je me suis quand même beaucoup plus informée. Et on m'a dit que souvent pour stimuler la lactation, il fallait mettre le maximum bébé au sein pour que la montée de lait arrive, etc. Là, pour le coup, si bébé il n'est pas là, du coup, vous préconisez de prendre un tire-lait. Oui, soit un tire-lait, soit de l'expression manuelle. Et l'expression manuelle, ça consiste en gros à faire donc déjà masser les seins. Il n'y a pas de technique particulière de massage des seins, mais c'est vraiment surtout de réveiller fait, les canaux lactifères qui se trouvent tout autour d'un sein et se regroupent au niveau de l'aréole. On n'a pas besoin d'avoir quelque chose de manuel, on peut le faire nous-mêmes avec un massage tout à fait. Exactement, avec les mains. Et après, de faire un C avec son index et son pouce au niveau de l'aréole, d'appuyer contre la cage thoracique. Donc ça c'est le truc un peu contre-intuitif. On ne tire pas le mamelon, ça fait un peu mal, mais on appuie vers soi et on serre. Il y a plein de vidéos aussi sur l'expression manuelle qu'on peut trouver. Mais ça, dans les premiers jours, comme le lait, c'est du colostrum dans les premiers jours, on parle, c'est du 5 à 10 millilitres par tétée pour l'enfant. C'est pas beaucoup. Donc un tire-lait peut être utile pour stimuler, mais en termes de récolter le colostrum que vous tirez, 5 à 10 millilitres peuvent se perdre dans un tire-lait en fait. Et du coup, peut être difficile à récolter. Donc le tire-lait dans les 2-3 premiers jours de la phase du colostrum, c'est utile pour stimuler, mais l'idéal c'est de commencer un peu par de l'expression manuelle pour justement récolter ces quelques millilitres. Et du coup, comment on récolte avec quoi en fait? Super question. Donc soit avec une petite cuillère ou une petite tasse, ou alors avec une seringue. Avec une seringue, il faut de l'aide, il faut une deuxième personne pour aspirer les petites gouttelettes qui apparaissent sur le mamelon. Et en fait, ça fait après une seringue qui peut être emmenée en néonate et donnée du coup au bébé pour lui donner ce colostrum qui est vraiment extrêmement riche en... Oui, parce que du coup, le colostrum, du coup, c'est ce qui arrive avant le lait. On m'a dit que c'était hyper riche. Tout à fait. Que du coup, c'est très bien que le bébé le prenne. Quelles sont les autres propriétés de ce liquide en fait, qui sort et que là, pour ma part, moi, j'en ai déjà, qui sort déjà. Mais ça, c'est très courant. Oui, c'est très courant. Autant d'en avoir que de ne pas en avoir avant la naissance. Du coup, quels sont
quelle est la différence vraiment entre le lait maternel et le colostrum, ce Oui. liquide qui sort un petit peu avant Donc c'est encore une super bonne question. Donc le colostrum, c'est beaucoup plus dense que le lait qui arrive au bout de 3 jours environ. Et donc c'est rempli d'anticorps et c'est un peu presque comme un premier vaccin pour un bébé. Et après, ce que ça fait, c'est que ça agit aussi comme un laxatif et qui aide à éliminer le méconium. Le méconium sont les premières selles du bébé que le bébé en fait a accumulé in utero. Donc c'est pas du lait digéré, c'est des selles qui sont assez noires et que le bébé élimine dans les premiers jours. Et le colostrum du coup, donc ça agit comme laxatif, ça l'aide à l'éliminer et aussi ça tapisse l'intestin du bébé pour le protéger. D'accord. Contre justement d'autres microbes. Oui, donc ça a vraiment des propriétés de protection et de... D'accord. Tout à fait, et on parle beaucoup de probiotiques en ce moment, et ben en fait c'est rempli de bonnes bactéries, de probiotiques qui justement colonisent l'intestin du bébé, comme le pot à pot colonise la peau du bébé pour le protéger contre des microbes. C'est pour ça qu'on ne le lave pas forcément aussi les premiers jours. Tout à fait. Et donc dans cette première phase de colostrum, les bébés du coup ont très souvent, donc les bébés qui sont avec leur maman ont souvent envie de beaucoup téter. Il y en a qui veulent dormir, et lorsqu'ils veulent dormir, c'est tentant de les laisser dans leur gigoteuse à côté, mais en fait c'est un peu trompeur et il est bon toutes les quelques heures de prendre son bébé sur soi, proche de soi, si le bébé est avec nous, ou alors de stimuler toutes les quelques heures pour justement représenter cette même action du bébé qui vient téter souvent. Comme la quantité de lait de colostrum est très faible, très petite, ça fait souvent des bébés qui justement veulent téter beaucoup. Et donc ce qu'on veut faire dans ces premiers jours pour faire que la montée de lait arrive le plus vite possible, c'est justement de faire cette stimulation. Donc si votre bébé n'est pas avec vous, c'est possible en fait d'exprimer un peu manuellement, même toutes les heures, ça vaut le coup. Et puis après d'installer un tire-lait peut-être 5 à 10 minutes après l'expression manuelle pour vraiment maximiser ça dans les 2-3 premiers jours pour que la montée de lait arrive. Donc c'est important vraiment de le stimuler même de nous-mêmes si bébé n'est pas là. Tout à fait. Ok. Oui. Du coup j'ai une autre question. Est-ce que je dois faire part de mon projet d'allaitement aux professionnels de santé avant l'accouchement ou après l'accouchement? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit systématiquement dire, sachant que souvent on me demande est-ce que vous voulez faire la tétée d'accueil et puis après des fois ça va plus loin, des fois ça va pas plus loin. Oui, effectivement je pense que c'est important d'en parler parce que vraiment pour que tout le monde soit un peu sur la même page, que tout le monde soit au courant de ce que vous voulez faire, parce que notamment il y a certains professionnels de santé qui vont vouloir en voulant aider, peut-être vous éliminer du stress ou des choses auxquelles penser ou à faire, et donc peut-être suggérer des biberons en pensant que c'est votre projet. Et du coup là, si vous avez déjà en tête que tout le monde est au courant, après au moins ils sauront vous accompagner. Ils encouragent bien sûr comme vous aider. avez vécu en parlant. Pour mon premier je m'en ai parlé et malheureusement ça n'a pas fonctionné parce qu'il avait une mauvaise succion, il était très petit, il se fatiguait très vite, il est né aussi un peu plus tôt, il est né à 38 semaines. Du coup j'ai beaucoup insisté, mais peut-être que je le mettais pas forcément du coup assez au sein. Ma montée de lait s'est fait vraiment très tard, elle est arrivée 5-6 jours après. Et effectivement, comme vous dites, il y a des bébés qui ont beaucoup envie de téter dans les premiers jours et il y en a qui ont aussi envie de dormir. Et effectivement, on pense pas, en fait, c'est pas forcément instinctif de réveiller le bébé, et le but n'est pas de les stimuler de manière dérangeante, mais de les prendre sur soi. Et c'est en étant proche de votre corps qu'ils ont tendance à se mettre à téter. Et s'ils ne sont pas sur vous, même s'ils sont en néonat par exemple, même en allant les voir, ça va vous stimuler aussi une montée de lait plus rapidement, de voir votre bébé, d'être proche de votre bébé et de sentir sa présence ou de sa petite main. Okay. Donc en fait, ma question, j'avais une autre question, est-ce qu'on peut réussir du coup un allaitement sur le long terme en n'étant pas H24 avec son bébé? C'est possible, tout à fait, mais il faut aussi du coup le vouloir, beaucoup de volonté, du coup en stimulant comme vous m'avez dit, du coup c'est possible. Tout à fait, c'est possible.
Et ce qui est, donc il y a quelques petites astuces qui peuvent être utiles aussi dans ces premiers jours si l'enfant, si le bébé n'est pas avec vous, c'est d'avoir quelques photos de votre bébé avec vous, même quelques vidéos et un habit. C'est ça, en général c'est pas trop difficile. C'est ça, en général ça se fait assez facilement. Et avoir un habit aussi de votre bébé pour justement en fait que vous sentiez son odeur. Et ça va aider. En fait, on a deux hormones quand on produit du lait. On a la prolactine qui crée le lait, et après il y a l'ocytocine qui relâche le lait. Et donc l'ocytocine, c'est une hormone, on entend souvent parler de cette hormone dans le contexte d'un accouchement et d'une grossesse, mais c'est une hormone un peu timide qui aime le confort, qui aime c'est l'hormone de l'amour. Et donc si vous avez des photos de votre bébé, si vous avez un habit qui sent votre bébé, tout ça va vous aider plus facilement à vous connecter avec le tire-lait et l'expression que de ne pas les avoir avec vous et d'être juste dans une chambre sans signe de votre bébé. Donc ça, c'est vraiment, ça aide énormément et puis ça fait plaisir. Et c'est, et très bien. Ça aide. Du coup, on a un petit peu balayé tous les conseils, mais en gros, comment stimuler au mieux sa lactation dès le début, les premiers jours qui suivent l'accouchement en fait, parce que c'est ceux-là qui sont les plus importants. Comment les stimuler dès le début pour en avoir donc le massage effectivement, donc, manuel. Tout à fait. Et l'expression manuelle du coup de récolter donc les gouttes de colostrum. Donc ne vous étonnez pas s'il n'y a pas 20 ml de colostrum, c'est complètement normal, c'est des gouttes qui bout à bout arrivent à justement ces 5 à 10 ml, sachant que l'estomac d'un nourrisson à la naissance fait la taille d'une bille. Donc c'est vraiment tout petit. Et progressivement, au bout de 2-3 jours, une fois que la montée de lait a tendance à se faire, après l'estomac commence à devenir la taille d'une noix, 20 ml à peu près, le bébé prend. Et après progressivement, ça augmente, les volumes augmentent. Donc après l'expression manuelle, un tire-lait, c'est vraiment utile aussi pour stimuler. Un tire-lait du coup manuel, un tire-lait électrique. Il vaut mieux dès le début avoir un tire-lait de grade hospitalier, c'est-à-dire double pompage. C'est un tire-lait du coup qui soit robuste et qui permette vraiment de bien stimuler le sein au mieux comme un bébé. Mais ça du coup, je le demande dès que je suis à la maternité, comment ça se passe, parce que ça du coup pour le coup mon premier on ne l'a pas proposé du tout. Alors effectivement, et ça, maintenant il y a de plus en plus de maternités qui ont des tire-laits déjà à l'hôpital, mais sinon pour ceux qui n'en ont pas, ou parfois il n'y en a pas assez, sinon c'est possible aussi, il y a certains loueurs de tire-lait qui les livrent, ou alors même ça se trouve soit en pharmacie, et puis une sage-femme peut faire une ordonnance pour un tire-lait, et du coup ça peut se louer dès la naissance pour après l'avoir, même par anticipation. Je pense qu'une sage-femme peut faire une ordonnance. On peut anticiper l'ordonnance, parce que du coup moi j'avais en tête que le tire-lait électrique, généralement c'était les sages-femmes qui font des ordonnances à la sortie de la maternité, et du coup on sort la maternité, on va chercher son tire-lait électrique, mais du coup c'est possible d'anticiper le projet, etc. D'avoir une ordonnance pour avoir le tire-lait. Et du coup, c'est important d'avoir un tire-lait puissant qui puisse vraiment bien stimuler les seins, parce que ça va être quelque chose qui va être fait à répétition au courant de la journée. La majorité des bébés, donc allaiter, peut-être entre 8 et 12 fois sur 24 heures. Sachant que dans les 2-3 premiers jours, c'est encore plus fréquent que ça, parce qu'ils sont en train de stimuler le sein pour générer la montée de lait. Donc en fait, c'est comme une petite commande. Maman, est-ce que tu pourrais produire un peu plus de lait dans quelques jours? Et ben voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc avec un tire-lait vraiment robuste, et ben ça permet de bien stimuler les seins. Et ça, du coup, on peut utiliser à partir de à quel moment j'utilise ce tire-lait électrique? Je pense qu'au début, peut-être commencer à faire et aller doucement, mais à partir de quand, du coup, j'utilise ce tire-lait électrique? Donc déjà dans les premiers jours, c'est utile d'en utiliser un, mais de toujours commencer par cette expression manuelle pour d'abord récolter le colostrum et après installer le tire-lait pendant 5-10 minutes pour stimuler. Il n'y aura peut-être plus grand chose qui sortira des seins à ce moment-là, dans ces premiers jours, et ça sera en train de stimuler, comme une longue tétée. Et du coup, voilà, au bout de quelques jours, après, vous verrez que la quantité augmentera. Et là, du coup, ça sera plus 5 à 10 ml, ça commencera à être 20 ml, 30 ml, parfois entre les deux seins. Et progressivement, ça augmentera. Mais en maintenant un rythme de au moins 8 à 12 fois sur 24 heures, ça fera en sorte que ça fait comme si un bébé était au sein. D'accord, ok.
Et du coup, c'est ça qui générera la montée de lait. Et après, il y a des femmes qui font ce qu'on appelle du tir-allaitement. Et en gros, il y a des femmes qui choisissent même de faire ça sans avoir une grossesse à risque. Donc ça se fait. Et du coup, ça demande juste un rythme assez précis de tirage pour bien générer la production de lait. Parce que plus les seins sont vidés, plus ils produisent du lait. Moins ils sont vidés, moins ils produisent du lait. Donc du coup, le conseil, c'est dans le cas d'une grossesse à risque ou autre, si vraiment on veut allaiter, c'est de se procurer quand même un tire-lait électrique, d'anticiper cet objet du coup qui est, je pense, un petit peu... qui peut maintenir cette lactation. De l'anticiper et de l'avoir dès le début, plutôt que de perdre du temps à faire l'ordonnance, etc. Donc, Oui, et après, donc en fonction de la situation du bébé, le lait peut après être donné au début soit avec une seringue, donc le colostrum en général avec une seringue, et puis après il y a aussi une manière de donner à certains bébés avec une petite sonde. Oui, justement, ça rejoint ma deuxième question, c'est que si bébé il est gardé en observation, qu'il est en service néonat, donc du coup il n'est pas avec moi, comment je peux l'alimenter en fait, parce que si je ne suis pas avec lui. Donc si vous n'êtes pas avec lui, donc là déjà vous allez tirer votre lait, et puis et puis après en fait ce lait, donc vous allez le stocker. Donc soit si vous êtes en fonction de où vous êtes, vous allez pouvoir stocker ce lait dans un frigidaire. D'accord. Ou alors l'apporter, si vous êtes déjà à l'hôpital, vous pouvez l'emmener directement en néonat, et du coup ou dans l'endroit où est votre bébé, et du coup ce lait va pouvoir lui être donné. Le lait est bon 4 heures à température ambiante. Et puis après, selon les bébés en néonat, ils ont certainement des protocoles peut-être un peu plus précis justement qu'un bébé né à terme. Donc là, je ne peux pas vous dire exactement quels sont les protocoles, je pense que ça doit dépendre des hôpitaux, mais en tout cas, ils favorisent énormément, ils encouragent énormément la lactation et l'allaitement. Donc après, ce lait peut être apporté, et en fonction aussi de leur protocole et des capacités du bébé, ils pourront lui donner donc soit au début à la seringue, soit avec un biberon, soit peut-être avec une petite sonde alimentaire en fonction vraiment de l'état du bébé. Mais en tout cas, le lait pourra lui être donné. Et comme ça, régulièrement, si vous êtes à l'hôpital, vous pouvez lui apporter à chaque fois. Et sinon, je pense qu'il y a aussi les possibilités de réfrigérer le lait et de l'apporter. Et réfrigérer le lait, il peut se garder combien de temps? Donc il se garde, alors les normes en France, on entend surtout 2 jours. Et après, sinon les normes générales sont 4 jours au frigidaire, tout au fond du frigidaire. Donc en tout cas, ça varie entre 2 et 4 jours. Pour un bébé qui est hospitalisé, je pense que les normes plus strictes sont mieux. Du coup, si le bébé est hospitalisé ou opéré, est-ce qu'il y a des positions dans lesquelles le bébé peut téter plus facilement, histoire de ne pas le fatiguer? Est-ce qu'il y a des positions dans lesquelles le bébé est plus à l'aise, il se fatigue un peu moins? Donc effectivement, ça varie un peu de bébé en bébé, mais il y a une position qui est vraiment superbe pour beaucoup de bébés. C'est une position où la maman se met confortablement avachée en arrière, pas allongée, mais juste avachée en arrière, et elle pose son bébé sur le ventre, sur elle. Comme ça, les petites mains peuvent se mettre un peu des 2 côtés du sein. Un petit peu. Ouais. Et puis de le soutenir comme ça, sa petite tête du coup est libre, il est bien soutenu au niveau des fesses, et ça fait souvent que les bébés vont faire un petit mouvement de pivert pour chercher le mamelon. Et donc en les laissant faire, très souvent ils vont s'accrocher, et ça encourage énormément que le bébé ouvre grand la bouche pour bien prendre le sein. Et plus le bébé ouvre grand la bouche, plus le bébé videra bien le sein, et moins aussi la maman a tendance à avoir mal, parce que le mamelon du coup se dirige bien au fond de la bouche. Et du coup ça c'est une position vraiment bien. Du coup, pas forcément allongée comme ça. On voit souvent cette position-là, qui peut aussi fonctionner. Cette position-là, si jamais par exemple une maman a une césarienne, elle peut se faire avec les petits pieds et tout ça un peu sur le côté, pour pas que les pieds appuient sur la cicatrice. Sinon effectivement il y a cette position de la madone, on appelle,
qui est aussi une position, si un bébé par exemple n'aime pas la position verticale, qui a tendance à être une des meilleures et voilà, une des plus faciles pour les bébés. Mais et il risque pas de se fatiguer du coup au niveau de la... parce que souvent on me dit faut tenir la tête du bébé, c'est fragile, etc. Est-ce que ça risque pas d'être un peu de sport en fait, entre guillemets, alors, le fait d'être comme ça? C'est une bonne question. Comme vous êtes avachi en arrière, sa tête tourne naturellement vers vous. Si vous êtes assise droite, effectivement, là, la tête peut partir un peu plus en arrière. Mais avachi en arrière, la tête, du coup, elle repose vraiment bien contre le bras et le sein. Et le petit mouvement qui bouge pour trouver le sein, ça dure 30 secondes, peut-être même pas. Donc, c'est des petits mouvements, vraiment pour se positionner. Et une fois positionnés, en général, les bébés sont très reposés. Et notamment aussi parce qu'ils ont le ventre contre le ventre de leur maman et ils sont vraiment sont très reposés. Et sinon, il y a l'alternative aussi de cette position de la Madone, qui en gros a le bébé bien enroulé autour du corps, un bras autour des épaules, la tête libre, toujours ces mêmes principes d'avoir la tête bien libre, parce que ça aide le bébé à vraiment pouvoir s'accrocher plus facilement, et puis de le rapprocher du sein, comme ça, et de le tenir et de s'installer confortablement. D'accord. Donc en fait, il faut quand même bien le mettre contre soi, tout le corps en fait. Tout à fait, qu'il soit bien collé contre le corps, que sa tête soit libre. C'est tentant de lui tenir la tête pour la rapprocher. Et en fait, ça a tendance à du coup appuyer le visage vers le sein. C'est plus difficile de prendre le maman comme ça. Il faut vraiment le laisser faire en fait. Oui, tout à fait. En fait, quitte à poser sa tête histoire qu'il soit calé, mais pas appuyé. C'est ça, en appuyant vraiment autour des épaules. Et plus on est là, plus on est avachi en arrière, plus la mère est à l'aise, plus son bébé aussi sera à l'aise. Et c'est vrai que c'est tentant parfois de se positionner comme ça, d'apporter le sein le bébé. Pour l'aider. Si ça fonctionne. Le plus important aussi dans les positions que je décris, c'est aussi très important de s'écouter soi-même et de faire des tests. Parce que du coup, moi, je peux vous donner quelques astuces, mais aussi, ce que j'encourage plus que tout, c'est que vous vous sentiez confiante de vous dire là, peut-être que j'étais trop droite. Ah, là, je vais essayer quand je me lâchais un peu en arrière. Et si je descendais les épaules, qu'est-ce qui se passe? Et si je bougeais un peu mes bras? Et d'avoir la confiance de vous dire je vais faire des tests, et vous allez voir tout de suite si c'est mieux ou moins bien, et si ça vous gêne, si ça gêne le bébé. Mais ça vaut vraiment le coup de faire des petits mouvements et des petits gestes, parce que parfois il suffit juste en fait de changer un petit peu un positionnement pour se sentir mieux. Avec le bébé, du coup, j'avais des questions sur le tire-lait, mais du coup on les a un petit peu abordées. Donc c'était pour obtenir une prescription ou loin un tire-lait, du coup il faut demander à une sage-femme. Oui. Il n'y a que les sages-femmes qui sage-femmes pédiatres aussi. Les pédiatres aussi. D'accord, directement. Donc ça, je peux demander ça à la maternité. Oui, tout à fait. De toute façon, ils voient généralement, je pense qu'on discute pas mal avec eux. Bien sûr. Mais du coup, voilà, dans le cas où je n'ai pas anticipé ma commande de tire-lait, entre guillemets, et s'il n'y a pas de tire-lait disponible à la maternité, du coup, pour stimuler la lactation, est-ce qu'un tire-lait manuel peut aussi faire tout à fait. Tout à fait. C'est juste c'est fatigant. C'est plus fatigant, et à la longue, non, c'est pas pareil. Parce que c'est vrai que ça ne fait pas... ça demande vraiment beaucoup d'efforts manuels et ça met beaucoup plus de temps. Et lorsqu'on veut essayer de stimuler les seins régulièrement... Mais est-ce qu'il faut quand même qu'on rapporte dans notre valise un tire-lait manuel ça peut être utile, hein, effectivement, pour ces premiers jours. Ça peut très bien... ça peut fonctionner. Effectivement, si jamais vous n'aviez pas la possibilité d'avoir un tire-lait pour X raisons dans les premiers jours, ce qui est quand même entre les pharmacies et les loueurs, il y en a quand même, il y a beaucoup de ressources, mais effectivement, un tire-lait manuel, je ne sais pas si c'est une panne d'électricité par exemple, oui, ça fonctionne, mais c'est juste qu'effectivement, ça n'a pas un moteur aussi robuste, et c'est pas possible de faire les deux manuellement non plus. Et du coup, lorsqu'on est dans une démarche de tirer régulièrement... je vous avoue que j'ai vu de loin à quoi ça ressemblait. On fait les deux du coup. Les deux en même temps. Effectivement. Donc là, quand on est sur une démarche de tirer toutes les 2 heures, ça fait beaucoup de faire 20 minutes sur un côté, 20 minutes sur un autre côté, de refaire 2 heures plus tard. Mais effectivement,
si en attendant, c'est très bien. D'accord, très bien. Mais voilà. Ok, bah, je prendrai mon petit tire-lait. En tous les cas. Est-ce qu'il y a il y a un rythme recommandé pour justement stimuler sa lactation au mieux, la fréquence de mise au sein préconisée pour avoir cette montée de lait assez rapidement? Oui, tout à fait. Et donc on rejoint ces 8 à 12 fois sur 24 heures, sachant que les premiers jours sont souvent plus fréquents que 8 à 12 Ouais, sur 24 heures. c'est l'image de toutes les heures. Oui, donc effectivement, si surtout, voilà, si on n'a pas la possibilité d'être proche de son bébé, effectivement, d'essayer de les stimuler toutes les heures ou toutes les 2 heures, c'est vraiment le plus important. Est-ce qu'il y a des astuces pour augmenter cette production de lait? Et donc ça, c'est une bonne question. Je voulais revenir aussi à la nuit. La nuit, si on est loin de son bébé. Donc la nuit, ça n'a pas besoin d'être toutes les heures non plus, parce que c'est aussi important de se reposer un peu. Mais par contre, la prolactine est plus élevée entre minuit et 4 heures du matin. Et du coup, c'est important de maintenir un rythme, surtout dans ces premiers jours jusqu'à la montée de lait, de toutes les 3 heures. D'accord. Toutes les 3 heures, 10 minutes. Donc 3 ou 4 maximum. Mais en tout cas, il est important d'avoir les seins stimulés pendant la nuit aussi, mais pas à cette même fréquence que toutes les heures, 12 heures pendant la nuit. Donc les astuces après pour augmenter la production de lait, donc on a parlé aussi des photos, de l'habit d'un bébé, des vêtements et tout ça. Aussi tout ce qui génère du plaisir, donc ça peut être aussi des câlins, un conjoint peut aussi faire un petit massage, des petits câlins, des bisous, des choses comme ça qui aident aussi à générer plus de cytocine. La musique, c'est des petites choses comme ça qui peuvent aussi donner l'impression, en fait, enlever l'impression d'être juste connecté à un tire-lait. Parce que pour certaines femmes, c'est quand même pas, c'est pas une sensation la plus agréable du monde. Ouais, et du coup voilà, et d'autres ça les dérange pas du tout. Mais du coup, ce qui est important dans ces cas-là, c'est juste de trouver les astuces pour un peu passer un moment plus agréable. Donc notamment, par exemple, il y a aussi une manière en fait de faire des kits mains libres pour ne pas devoir tenir les tétrelles. Donc là, il y a des petites astuces pour ne pas devoir tenir les tétrelles. Du coup, ça peut permettre de lire un livre, faire quelque chose d'autre, boire une tasse de thé, quelque chose, pour rendre un moment reposant et un moment agréable. C'est important aussi que la mère soit positionnée confortablement. Donc on a souvent tendance à appréhender le fait d'être avachi en arrière parce que le lait s'accumule dans le tube de la tétrelle. Mais du moment que les cloches sont bien positionnées, le lait ne va pas couler par les cloches. Et du coup, de temps en temps, vous pouvez vous incliner vers l'avant pour que le lait entre dans les flacons de recueil. Donc ça, c'est une manière de faire. Et après, vous retournez à vous mettre bien à l'aise et puis hop, vous les videz. Il y a aussi des aliments qui peuvent être mangés. Donc, notamment, c'est pas vraiment complètement fondé dans de la science, mais c'est déjà quand même, c'est des choses qui peuvent pas en tout cas faire de mal. C'est les flocons d'avoine, les amandes. D'accord. Dans certains pays, il y a des gens qui parlent de la bouillie de mil. Le mil, c'est une céréale qui a tendance en fait à aussi booster la lactation. Il y a le fenugrec qui est aussi un complément alimentaire qui peut booster la lactation. C'est déconseillé dans des cas de diabète et des choses comme ça parce que ça peut jouer un peu sur la glycémie. Mais sinon, il y a ça, il y a le moringa aussi qui est une herbe aussi qui peut booster la lactation. Donc il y a des petites choses comme ça. Il y a des tisanes. Les tisanes d'allaitement aussi sont bien. Elles n'ont pas souvent assez de quantité pour vraiment booster énormément la lactation, mais en tout cas, ça permet de s'hydrater. Et s'hydrater, c'est important aussi, sans non plus se noyer dans de l'eau toute la journée. Mais sachant qu'il y a à peu près, dans les premières semaines, après la phase de colostrum, 500 ml par jour de lait produite, et ça augmente progressivement jusqu'à vers 1 litre. C'est important aussi, plutôt pour soi, de s'hydrater suffisamment. Pour se sentir bien, en fait, et pas se sentir déshydraté. D'accord, donc boire quand même beaucoup d'eau.
sans non plus s'étouffer. Voilà, c'est Voilà, ça, c'est- boire à sa soif. Et la bonne Ouais. nouvelle, c'est que la prolactine qui génère le lait donne soif. D'accord. Donc en fait, Donc forcément, on vous va allez aller, aussi avoir plus soif. D'accord. Mais déjà, par exemple, s'il y a il y a des femmes qui trouvent, par exemple, que de boire un verre à chaque fois qu'elles tirent, c'est une manière aussi de faire pour un peu se D'accord. dire bon, bah, elles remplacent un peu le lait qu'elles ont tiré, donc c'est pas Très bien. des quantités gigantesques, mais un verre d'eau à chaque fois, c'est déjà ça. Donc du coup, à part du coup, les flocons d'avoine, etc., est-ce qu'il y a des plats plutôt chauds ou des légumes que je peux manger pour justement stimuler Pour stimuler. ou Ouais. augmenter la production de lait en tout cas Ouais, à part Ceux-là, les ouais. amandes, les flocons d'avoine, l'eau-sous qui est à base de malt, D'accord. l'ovomaltine par exemple aussi, euh, et puis aussi la bouillie, par exemple la bouillie de mil, qui Ouais. en gros c'est pareil, c'est un peu comme des flocons d'avoine, mais ça ce sont les choses qui ont tendance à plus le booster. Après, chaque culture a aussi ses Oui, c'est petites propre, recommandations chaque d'alimentation pays, qui ouais. boostent un peu aussi, donc c'est toujours intéressant de parcourir aussi dans le monde ce que les gens prennent. On a parlé de poisson, moi, une fois. Ah, Que le poisson, alors je sais plus c'était quel type de poisson, ça justement, ça mhm. augmentait la production de lait. Après, Bah, chaque, c'est possible. Après, ce qui est intéressant là, ce que vous dites aussi, c'est qu'il y a souvent des questions qui reviennent sur est-ce qu'il faut limiter ce qu'on mange oui. lorsqu'on allait. Et en gros, il n'y a rien qui soit particulièrement déconseillé. Ce qui est important, c'est. Moi, j'avais une question sur ça parce que, par exemple, j'avais une amie qui me disait faut éviter de manger tout ce qui est à base de choux, etc. parce que ça peut provoquer des gaz Oui. au bébé. Est-ce que c'est vrai qu'il y a certains Oui. aliments qui peuvent donner plus de gaz, Mhm. sachant qu'au début, ils sont peut-être plus sujets à avoir des coliques, etc. Oui. Alors, c'est vraiment du cas par cas. Ouais. C'est-à-dire que dans certains pays, le chou est une grande partie de l'alimentation des personnes et ils n'arrêtent pas d'en manger juste parce qu'ils se mettent à allaiter. Donc c'est vraiment, il n'y a pas d'aliment spécifiquement proscrit. Par contre, ce qui est important, c'est d'être à l'écoute de l'enfant. Et voilà, s'il est gêné par certains aliments, s'il est très gêné à un moment, d'essayer de retracer un peu ce qu'on a mangé peut faire partie d'un cheminement pour voir. C'est certains bébés qui sont plus dérangés par certaines choses. Et ou par exemple, si vous tout d'un coup vous faites une fringale de chou, là peut-être que ça peut avoir un impact un peu, mais en gros, vous pouvez vraiment manger ce que vous voulez et c'est uniquement si vous détectez que votre bébé en souffre, d'essayer de faire le lien avec certains aliments parce que ça dépend vraiment, ça varie. Chaque bébé énormément de bébé en bébé. Ouais. Mais, même pour les allergies, j'imagine, oui. certains qui peuvent être allergiques à certains aliments que. Tout à fait. Par exemple, du lait de vache ou je sais pas. Effectivement, donc il peut y avoir des liens, c'est sûr, ouais. mais à la base, c'est vrai que c'est dommage de s'interdire plein de choses, déjà par prévention, parce que ça n'affecte pas du tout tous les bébés. D'accord. Okay. Très bien. Moi, je vous avais parlé de ma première expérience qui n'a malheureusement pas abouti. Voilà, mon bébé, il avait du mal à téter. Je sentais qu'il se fatiguait. En fait, il était vraiment le bout du sein. Du coup, comment là je peux savoir que mon bébé prend bien le sein? Alors moi je savais personnellement qu'il prenait pas assez parce que il se fatiguait, il tétouillait, il s'endormait et quand il prenait bien ça me faisait, je sentais que ça me pinçait un petit peu. Oui. Mais il était 2-3 fois comme ça et après il arrêtait, il se fatiguait et ça a duré 3 jours comme ça. Et malgré que les sages-femmes elles étaient là à la maternité pour aussi m'accompagner, on m'a mis du lait sur mes tétons pour la pâter un petit peu et malgré tout ça fonctionnait pas. Du coup, quels sont les signes qui montrent que le bébé prend bien ça en fait, que c'est bon, c'est parti, il a compris. Ouais, et ça c'est une super question parce que moi je remarque que vous avez été très observatrice aussi de son comportement dans les premiers jours. Et ça, le fait de remarquer qu'il s'endormait beaucoup, qu'il tétouillait, qu'il déglutissait peu, effectivement ça c'est des... il était pas rassasié et c'est vrai qu'il cherchait beaucoup, je le voyais qu'il cherchait, même avant que je le mette au sein, je voyais qu'il commençait à faire avec sa bouche, il faisait comme ça. Donc je me disais, là il faut que je le mette au sein parce que je pense qu'il va avoir faim. Mais après voilà, il avait beaucoup de mal à prendre et
Du coup, voilà, c'est quoi les signes qui montrent vraiment que le bébé, c'est ok. Donc, vous m'avez dit que normalement, c'est pas censé faire mal Oui, tout à à la fait. base. Ouais. Ouais. Et en fait, plus la bouche du bébé déjà est grande, ouverte, Ouais. sur le sein, mieux ça se passe. Parce que du coup, on a, si mes doigts sont le mamelon, le mamelon, et ici c'est l'aréole, plus le bébé a la bouche grande ouverte et stimule l'aréole, plus le lait rentre dans sa bouche. Et le lait sort par le mamelon, mais c'est pas juste en stimulant le mamelon que le lait sort. Oui. Et donc c'est en ouvrant la bouche un peu plus grand. Il y a des positions, notamment cette position où vous êtes attaché en arrière et le bébé est un peu plus vertical, qui encourage vraiment bien le bébé à lui-même ouvrir grand la bouche. Parfois en essayant aussi de nous-mêmes mettre le mamelon dans la bouche du bébé. Parfois il le faut. Est-ce qu'on peut l'aider, nous, à lui mettre bien le mamelon? Oui, tout à fait. Et effectivement, ce qui peut être utile, c'est parfois, et c'est vraiment important pour en revenir à s'écouter soi-même et se dire je vais tester, c'est oser toucher ses seins lorsque le bébé est proche pour essayer de lui guider aussi un peu dans la bouche s'il a besoin d'un peu d'aide. Et de se faire confiance dans ces tests. Lorsque le bébé s'accroche, il aura la lèvre supérieure retroussée et la lèvre inférieure retroussée aussi, il aura une grande bouche. Et dans les 3 premiers jours, dans la phase de colostrum, où le bébé prend 5 à 7 ml, le bébé va du coup téter pas mal de fois avant de déglutir une fois. Dans les 2-3 premiers jours, ça peut être 6 ou 7, même 8 suctions avant de déglutir une fois. Et les déglutitions, en général, on le voit parce que le menton du bébé s'élargit. Donc on voit un peu une sorte de... D'accord. Ce mouvement-là où le menton s'agrandit. Et donc ça, après, une fois la montée de lait arrivée, là, du coup, les déglutitions, on les entendra plutôt toutes les 2 suctions. Donc, succion, déglutition. Succion, déglutition. Mais ça aussi, ça peut rassurer de l'entendre déglutir. Une chose qui peut aussi aider lorsqu'un bébé est au sein, c'est de compresser un peu le sein. S'il s'endort, on entend souvent parler de chatouiller les bébés et tout ça. Les pieds, etc. Et mon avis là-dessus, c'est que la stimulation des bébés, effectivement, il y a des bébés qui en ont besoin dans les premiers jours, comme j'avais évoqué au début, que certains bébés dorment beaucoup, et d'autres ont envie de beaucoup téter. Ceux qui dorment, ils peuvent avoir besoin d'être stimulés, mais la stimulation qui marche le mieux dans mon expérience, c'est ces caresses un peu instinctives. Donc chatouiller, c'est moins instinctif pour une maman. Et en général, c'est un nouveau-né. Oui, mais plutôt c'est des caresses sur le dos, comme en fait beaucoup de mamans font naturellement. Et ainsi que de compresser le sein. Et ça, souvent, ce que ça fait, c'est que ça renvoie un peu plus de lait dans la bouche du bébé. Et du coup, le compresser par le haut? Oui. Donc en gros, c'est faire un peu cette une petite pince avec les doigts et d'appuyer une fois que le bébé ralentit ou se met à tétouiller. D'accord. Et ça, du coup, ça... Enfin, le lait, du coup, ça le guide un petit peu plus vers... Tout à fait. Ça le guide et ça envoie un peu plus de lait parce que le lait ne sort pas comme un robinet, mais ça sort par vagues. On appelle ça des réflexes d'éjection. Et donc la compression, ça renvoie un nouveau réflexe d'éjection et souvent, les bébés se remettent à téter. Ça me fait penser aussi à un autre sujet qui est souvent évoqué sur un sein ou les 2 seins. Oui, du coup, j'avais une autre question qui rejoignait, c'était comment on sait le moment où on doit changer de sein? Oui. Et est-ce que c'est quand le bébé s'énerve? Est-ce que quand il commence à s'endormir? Est-ce que déjà, moi, pour l'avoir jamais vécu, est-ce qu'on le sent que du coup, il y a moins de lait? Oui, et donc souvent, dans les premiers jours, les seins, pour beaucoup de femmes, ne sont pas trop remplis, donc elles ne sentent pas une différence, elles ne sentent pas le sein s'assouplir dans les 3 premiers jours avant la montée de lait, mais par contre, souvent le bébé va ralentir, commencer à s'endormir ou tétouiller. Du coup, là, dans ce moment-là, ça vaut le coup de compresser un peu justement le sein, et si le bébé continue à tétouiller, de lui proposer l'autre. D'accord. Et ça, cette astuce de toujours proposer le deuxième sein, c'est ça qui est important, parce que les bébés, peut-être en moyenne, entre 10 minutes et 40 minutes, donc ça varie énormément d'une femme. Oui. Et surtout, ce qui varie d'une femme à l'autre, c'est combien de lait elle produit dans chaque sein. Donc il y a des femmes qui vont stocker, combien elles stockent dans chaque sein. Donc il y en a qui vont stocker 200 ml dans un sein, et d'autres qui vont stocker 80 ml dans chaque sein. La bonne nouvelle, c'est qu'on a 2 seins. Donc pour les bébés dont les mères stockent un peu moins, ils vont peut-être prendre les 2 seins. Et pour le bébé dont la mère stocke plus, il prendra peut-être un sein. Mais en proposant le deuxième, on s'assure que tout roule. Avec un tire-lait, si un bébé
n'est pas avec sa maman, là c'est important de toujours stimuler les deux seins parce que un tire-lait n'est pas tout à fait comme un bébé au sein et du coup on veut stimuler un maximum les deux. Après aussi pour les astuces qu'un bébé est bien au sein, pour en revenir à ça, j'avais d'autres choses à vous dire aussi, c'est que il y a donc comment le bébé tète, est-ce qu'on entend des déglutitions, est-ce qu'il est repu après la tétée, et dans les 3 premiers jours ils peuvent très vite avoir envie de téter de nouveau au bout de 3 jours, au bout de 2 heures par exemple, même 1 heure, et ça dans les premiers jours c'est normal. Au bout d'un moment où la montée de lait s'est faite, on veut juste que le bébé soit repu et après son estomac se vide en 20 à 40 minutes. Donc il peut se passer qu'entre une tétée, le début d'une tétée et le début d'une autre, il se passe 1h30 ou 2 heures. Mais si la tétée dure une demi-heure, ça veut dire qu'1 heure plus tard, le bébé peut avoir envie de manger. Et ça, c'est normal. Mais il y a une distinction entre ça et le bébé qui a constamment envie de téter. Là, ça peut nous alerter sur des positionnements et des choses comme ça. Mais du coup, c'est pas inquiétant si mon bébé veut tout le temps être au sein. J'échange avec pas mal de mamans qui me disent non, il est collé, il prend mon sein pour une tétine en fait, il est collé à mon sein. Est-ce que c'est parce que mon lait n'est pas assez nourrissant? Est-ce que ça peut être inquiétant, un bébé qui est toujours collé Donc en gros, ça dépend vraiment de toute la situation. C'est-à-dire qu'il y a des bébés qui veulent plus être dans les bras que d'autres. Et comme ils ont été portés pendant 9 mois, effectivement, surtout cette première phase, le premier mois, il y a beaucoup de gens qui appellent ça le 4e trimestre. Et les bébés humains naissent moins développés que d'autres mammifères. Il y a beaucoup de mammifères, et leur bébé naît et marche. Et les bébés humains moins. Donc ils ont besoin de ce contact humain et donc ils ont besoin d'être très proches. Donc après, ce qui est important, c'est de trouver comment le vivre au mieux. En termes de l'allaitement, ce qui est important dans tout ça, c'est pas juste combien de temps un bébé passe au sein, mais est-ce qu'il fait des selles et des urines. D'accord, c'est jugé par ça. Voilà, est-ce qu'il prend du poids, sachant que les bébés perdent du poids dans les 3 premiers jours, en dessous de 10%. Ça nous indique que le bébé est en train de recevoir du lait, et au bout de la montée de lait, là le bébé reprend son poids vers 8 à 10 jours. Ou moins, mais en gros c'est un peu comme ça que ça se fait. Donc une fois si on sait qu'un bébé tète souvent mais prend bien du poids, c'est pas un problème. Mais voilà, ce qui est important c'est un peu le tout. Ça nous indique qu'un bébé prend suffisamment. Les quantités qu'un bébé prend, parce que si vous êtes du coup en train de tirer votre lait pour l'emmener en néonate, ça peut être important aussi de savoir combien un bébé prend, parce que lorsqu'on allait exclusivement, on ne sait pas vraiment. On se base sur les urines et les selles et le poids. Mais par contre, là, ça a tendance à être tourné autour de le colostrum au début, après autour de 30 ml la première semaine, et progressivement, ça augmente à 60, 90, 100, 120. C'est sur les semaines. Donc c'est normal qu'un bébé ne prenne pas beaucoup. Enfin, ça lui suffit parce que son estomac. Voilà, son estomac est en train de passer de la bille à la noix à la clémentine. D'accord. Du coup, j'ai fini toutes mes questions. Merci beaucoup pour tous vos conseils, votre aide. Je vous en prie. J'espère que ça a fonctionné. Pareil, j'espère que tous ces outils vous seront utiles dans votre chemin. En fait, moi, j'avais rassurée sur le fait que grossesse à risque, il n'y a pas forcément, ça ne mettra pas en péril mon projet d'allaitement qui me tenait beaucoup à cœur. Du coup, voilà, même si on sera séparés plus ou moins des heures, etc. Après, je pense que c'est vraiment une question de volonté. Tout à fait, de mettre en place les choses dès le début. Il faut vraiment en parler, je pense au personnel hospitalier, de mon désir, etc. Et qu'ils me verront souvent en train de faire des allers-retours, etc. Mais en tout cas, c'est possible. Oui. Tout à fait. Et je repensais par exemple au tire-lait aussi. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir la bonne taille de tétrelle. Il y a des tailles différentes, donc ça c'est important à savoir aussi que si jamais par exemple ça vous gêne un peu, ça vous fait un peu mal, ou que votre maman frotte contre le plastique, que c'est pas la bonne taille, et il y a d'autres tailles aussi. Sur le tire-lait. Oui, et ça peut vachement jouer aussi sur la quantité produite aussi, donc ça c'est important aussi de le savoir. Et puis en mettant les choses en place, après ce qui est fou c'est que les bébés évoluent très vite d'une semaine à l'autre, donc en se disant vraiment que les premières semaines
peuvent demander pas mal d'efforts, mais après, les choses peuvent rouler aussi vraiment, les choses roulent beaucoup plus lorsqu'on met bien les choses en place dès le début. Dès le début, ouais. Et ça, c'est important à retenir aussi, c'est que c'est vraiment, on parle de semaines, et puis même par exemple pour votre premier bébé, il y a des bébés aussi qui parfois ont besoin d'être un peu complétés par du lait tiré. Au début, il y en a qui ont du mal à téter, et du coup, parfois ils ont besoin de s'entraîner, parce que tous les bébés, la majorité des bébés savent téter, mais comment téter sur le sein de leur maman, ça peut être Et du coup, une phase quand même éviter de d'apprentissage. donner un biberon si vraiment on va allaiter exclusivement. C'est sûr que s'il y a besoin de de la leur donner un bouffée. complément, C'est il ça. y a d'autres, il y a des alternatives comme des petites sondes ou Une une seringue ou des choses comme ça. Effectivement, ça c'est mieux. Et puis et de trouver de l'aide assez rapidement pour justement détecter quelle est la cause. Parfois les bébés peuvent avoir des petites tensions crâniennes qui font qu'ils ont du mal à s'accrocher au sein, des petites choses comme ça. Et ça peut être réglé par des ostéopathes. Voilà, donc c'est important de se dire qu'il y a aussi des outils, et plus on intervient tôt, aussi après, plus on met les chances de son côté. Et bah, du coup, dernière petite question, et en fait, au bout de combien de temps il faut allaiter, enfin la lactation se met bien en route? Est-ce que c'est une question d'une semaine? Est-ce que c'est d'un mois et demi? Ouais, et en gros, c'est à peu près un mois. C'est un mois. À peu près un mois où le corps s'habitue. Bien. Ouais, et le corps s'habitue à avoir les seins vidés à une certaine fréquence. Du coup, ils se remplissent à une certaine fréquence. Et il voilà. faut un bon mois pour mettre en place en fait ce rituel. Oui. Ok. Bah, merci. C'est ça, et après, ça se maintient le temps que vous le souhaitez. Ouais. C'est ça. Idéalement, sur le long terme. Bah, merci beaucoup. Ah, bah, je vous en prie.